Économique a bondi à 5,7% en 2021 après un ralentissement à 1,7% en 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19. Le secteur minier a été un moteur essentiel de la croissance. La production de cuivre et de cobalt ont respectivement augmenté de 12% et 7,7%. Je vais parler de l'économie de la République démocratique du Congo ce soir. Bonsoir et bienvenue. Un analyste de l'économie, Michel Michomont, mais également, je suis tenté de dire enseignant à l'université. Nous allons pouvoir nous entretenir avec lui au regard de l'économie de la République démocratique du Congo, un secteur très dépendant du cuivre, cobalt. Alors, comment faire pour booster cette économie au-delà des performances réalisées avec l'actuel régime, pour ne pas parler de ceux qui sont à la tête du ministère des tutelles. Michel Michoma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Bonsoir aussi à tous qui nous suivent à partir de l'ère télévision. Je salue particulièrement tous ceux qui ont pris leur temps à me suivre. Très bien, merci. Quand nous parlons de l'économie, ça fait un peu vaste. Nous allons essayer d'être trop précis. D'abord, avec des termes simples, quand on dit économie, s'il fallait dégager une petite définition, qu'est-ce que l'on peut retenir? Ce qu'il faut retenir de manière vraiment très brève, par l'entendement qu'on doit avoir, il y a deux principales définitions que moi j'aime toujours faire appel. Il y a d'abord la première définition, c'est que l'économie, c'est cette science-là qui permet de gérer les ressources qui sont rares, mais face aux besoins qui sont multiples. Ça veut dire que nous sommes dans une société où il y a plusieurs besoins à satisfaire et que ces besoins-là nécessitent au départ de moyens. Mais ces moyens-là sont insuffisants. Alors c'est ce qui fait qu'il y a alors une science qui permet à ce qu'il y ait cette conciliation entre les ressources qui sont rares vis-à-vis de moyens, de besoins qui sont illimités. Et c'est l'économie. La deuxième définition, c'est l'économie. C'est cette science aussi qui permet de gérer toute la chaîne de production et de satisfaction de la population. Ça veut dire, l'économie permet d'abord de produire, le mécanisme de production, le mécanisme de distribution de cette production une fois réalisée, mais aussi le mécanisme de consommation. C'est ça, en fait, l'économie de manière brève. Très bien, merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt que la RDC, nous sommes trop dépendants de nos ressources naturelles, cuivre, cobalt. D'ailleurs, il faut dire que c'est grâce à ces ressources que la RDC a respectivement augmenté à des 12% et les 7,6% selon les statistiques à ma possession. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser à une sorte de la diversification de l'économie? Oui, ça, c'est une question très pertinente et qui, dans la plupart des cas, fait l'objet de beaucoup de débats, beaucoup de questionnements aussi auprès de la population de manière générale. Mais il faut qu'on arrive à comprendre une chose. Nous sommes dans une économie où la grande partie du PIB est apportée par le secteur minier. C'est tout à fait normal que lorsqu'il y a augmentation de la production minière, qui ait une répercussion directe sur la croissance. C'est tout à fait normal. Mais aussi, la croissance évolue par rapport aux différentes actions qui sont mises en place, par rapport aux différentes décisions de pouvoir public. Parce que l'économie d'un pays, l'économie nationale, c'est comme un véhicule. Mais ce véhicule ne prend la direction que sur base de la volonté et des actions du chauffeur.
Lorsque vous avez un véhicule et que le chauffeur décide d'aller vers le nord ou le sud, le véhicule suivra parce que c'est le chauffeur qui les conduit. Alors l'économie prend la direction des décisions des pouvoirs publics. Lorsqu'il y a la volonté politique, cela signifie que l'économie devient aussi forte et va dans le sens où les décisions sont orientées. Voyez? Donc c'est cela. Alors si aujourd'hui on enregistre cette croissance, exactement, on peut aussi dire qu'il s'agit d'abord, et qu'il s'agit certainement de répercussions des décisions, d'une certaine sérénité constatée dans les décisions du pouvoir public, relative certainement à l'amélioration de certains indices économiques qui permettent alors d'enregistrer cette croissance. On parle de croissance sur le plan économique avec la patrie financière. Ceci, nous devons dédier cette patrie à Gilles Alingueté, l'inspecteur général des finances. Mais sur le panier de la ménagère, cela ne se fait pas sentir. Et pourquoi on ne sent pas cette performance dans le panier de la ménagère? C'est bloqué à quel niveau, précisément? Je vous demanderai un peu plus de temps pour que j'arrive à expliquer clairement cet état des choses. Allez-y. D'abord, vous avez parlé de cette patrie financière qui a apporté aussi beaucoup dans cette économie. Les efforts fournis par l'inspecteur général des finances sont vraiment louables, ne sont pas négligés. Et ils doivent être vraiment salués. Mais sinon, il faut que nous reconnaissions une chose. Il agit avec une certaine bravoure, mais c'est sous l'impulsion du chef de l'État qui a en fait imprimé en lui une vision. Et c'est cette vision qui est en train d'être mise en application, en action par l'inspecteur général des finances. Mais pourquoi cela ne se fait pas ressentir dans le panier de la ménagère? Ne confondons pas en fait les sociales et le panier de la ménagère. Ah ok. Ouais. Il y a une nuance à faire. Il y a une nuance à faire. Parce que le social fait référence aux principaux secteurs vitaux. Vous avez par exemple la santé, vous avez l'eau, l'électricité, vous avez l'éducation. Ce sont ces secteurs-là qui en fait définissent les sociales. Mais le panier de la ménagère fait référence en fait au pouvoir d'achat de la population. Et le pouvoir d'achat ne s'améliore pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit venir certainement avec une certaine lenteur, mais ça viendra. Mais comment cela va venir? Ou soit, quels sont le précurseur, les indices qui peuvent justifier, qui peuvent au moins rassurer que cela viendra? C'est lorsque vous avez, par exemple, déjà, sur base de la patrie financière qui est en fait mise en place, sur base de cette patrie financière, vous avez l'augmentation sensible de finances publiques. Et cette augmentation sensible de finances publiques aura des répercussions sur d'abord la rémunération des fonctionnaires. Ce qui est le cas, vous pouvez le constater si vous appelez aujourd'hui un enseignant. Avec la majoration des salaires des enseignants, lorsque... c'est grâce à la patrie financière, vous dites? Oui, oui. Mais bien sûr, ce sont les ressources supplémentaires apportées par la patrie financière qui sont à la base de cela. Parce que sans des moyens, on ne peut pas satisfaire à ces besoins. On l'a défini, c'est que l'économie exactement. Voyez, donc, alors, lorsque il y a alors la majoration des salaires, il y a l'amélioration des conditions de vie de tous les fonctionnaires publics, et c'est en ce moment-là qu'on parlera par la suite de l'amélioration, soit de l'augmentation de la capacité, ou soit du pouvoir d'achat
de cette population-là, et c'est cela qui améliorera également le panier de la ménagère. Bien qu'il y a les décisions qui touchent de manière directe au social, qui aussi sont en train d'être exécutées, qui déjà ont été prises, mais qui s'exécutent petit à petit. Mais de l'autre côté, il y a l'amélioration de ces pouvoirs d'achat qui apportera alors, ou soit qu'il y aura un changement sur le panier de la ménagère. C'est vrai, nous sommes dépendants, pour ne pas me répéter, du secteur minier. On a comme l'impression que notre budget demeure encore trop faible, même s'il faudrait reconnaître une sorte de rebond, une sorte d'élan avec le régime actuel. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'on a les cuivres, on a les cobaltes, zinc et tout ce que vous voulez. Mais quand on regarde le budget de la RDC, on s'est dit 10 milliards, 11 milliards, mais ça ne représente absolument rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas une bonne économie chez nous? Ou c'est la gestion qui pose un problème? Ah oui, il y a en fait, je vais établir un petit parallélisme pour dire, dans la société, nous avons de frères et sœurs qui, des fois, tu regardes la personne, tu te dis, mais cette personne est très intelligente. Mais elle vit dans des conditions, à des fois, inhumaines. Tu compares son intelligence, ses capacités, ses aptitudes intellectuelles avec la vie menée par la personne, ça ne concorde pas. La nuit et le jour. Vraiment. Vous voyez? Alors, c'est de même que c'est une situation qui est possible. Pourquoi? Parce que soit la personne n'est jusque-là peut-être pas capable de lier l'intelligence qu'il a à la réalité qu'il vit. C'est aussi un problème de conscience ou soit un problème d'opportunité. La personne n'a pas encore peut-être trouvé des opportunités lui permettant de mettre en valeur ce qu'il a comme potentialité intellectuelle. La RDC, le pays sont aussi comme ça. Nous sommes un pays potentiellement riche. Mais ça, on l'a appris à l'école. Voilà. Mais nous sur sommes le plan un pays potentiellement riche. Oui. Cela ne signifie pas que parce que nous avons des potentiels en termes de richesse, que nous devons avoir le budget de cette hauteur-là. Non. D'abord, je vous ai dit ici que l'économie marche, ou soit suit la direction des décisions du pouvoir public. Lorsqu'il y a la volonté c'est lié politique, au fait. C'est lié. C'est lié. C'est vraiment lié. Lorsqu'il y a la volonté politique, alors l'économie peut être assainie et elle peut alors aller de l'avant et avoir des répercussions sur le social. On a certainement de richesses du sous-sol naturelles, mais ce sont des potentialités. Ce ne sont pas de richesses qui peuvent être utilisées. Parce que si aujourd'hui, par exemple, on vous donne autant de cuivres, vous n'allez pas manger les cuivres. Vous voyez? Vous allez chercher plutôt à transformer ces cuivres-là et le vendre. Et c'est le revenu de cuivre qui vous permettra de survivre. Et c'est cela. Le budget est élaboré sur base de la capacité qu'a l'État à mobiliser les ressources. Le budget n'est pas élaboré sur base des potentialités naturelles. Non. Parce que le budget en soi, nous avons d'une part les dépenses, mais nous avons d'autre part les recettes. Mais il s'agit de prévisions qui sont faites sur base de la capacité qu'a l'État à mobiliser les ressources. C'est ce qui fait que si la capacité à mobiliser est, par exemple, de 10, vous n'allez pas inscrire dans le budget les dépenses qui sont supérieures à 10. Mais je voudrais que les gens nous comprennent très bien. Vous parlez bien, je suis désolé de vous interrompre. Vous avez dit que le budget, c'est une sorte de prévision étatique. Oui. Et donc, c'est pas l'argent bloqué quelque part. Quand on dit budget, c'est pas ça? Non, non. Parce que les gens ont comme tendance à croire quand on dit notre budget est estimé à 11 milliards, c'est comme si l'État a déjà 11 milliards dans un coffre quelque part qui va aider pas mal à réaliser un bon nombre de projets. Non, ce n'est pas ça. C'est une très mauvaise compréhension du budget. Le budget est une prévision. Une prévision en recettes et en dépenses. Nous avons
plusieurs services de l'État qui sont chargés de l'exécution du budget. Parce que le budget commence d'abord par une prévision faite au niveau des entités territoriales décentralisées. Et cela monte au niveau du Parlement, qui est l'autorité budgétaire, qui, après avoir fait toutes les analyses possibles, on vote. C'est comme ça que ça devient une loi. C'est une loi, la loi financière. Et cette loi financière est alors envoyée au niveau de la présidence pour la promulgation. Et une fois promulguée, ça commence, on doit alors l'exécuter. Ça commence à être exécuté. Mais l'exécution signifie quoi? L'exécution signifie que les services qui sont chargés d'abord de la mobilisation de recettes, principalement le ministère de Finances, à travers les différentes régies financières, on fixe, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a en fait un assainissement qui est fait avec l'actuel ministre des Finances, Nicolas qui Kazadi, fait signer aux différents directeurs généraux de différentes directions, de différentes régies financières, des engagements en fait par rapport à ce qu'ils doivent mobiliser. Au fur et à mesure on évolue, on mobilise, par exemple pour le premier mois on mobilise autant, c'est autant aussi qui doit être dépensé pendant ces mois-là, en termes de dépenses au ministère de budget, par rapport à la chaîne de dépenses. Vous voyez? Donc c'est comme ça, c'est au fur et à mesure on évolue dans le temps, on mobilise et puis on dépense, on mobilise et puis on dépense. Il n'existe pas une somme bloquée quelque part à la Banque centrale, par exemple, et on dit que le budget est par exemple de 11 milliards, alors il y a une somme déjà débloquée comme ça au niveau de la Banque centrale. Non, non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous trouvez normal que 70 ans après l'indépendance, que nous ayons un discours aussi alarmiste par rapport à ce que nous avons comme ressources naturelles, et que nous parlions avec beaucoup, je vais dire, de méfiance à l'égard de notre économie qui n'arrive pas vraiment à redorer l'image de ces grands pays à la dimension d'un continent? Oui, vous savez, 62 ans après, les discours alarmants, la question qui mérite d'être posée, c'est celle de savoir qu'est-ce qui avait été fait au lendemain de l'indépendance. Vous voyez, n'est-ce pas? Est-ce qu'en 1960, lorsque la RDC a accédé à son indépendance, la situation économique était aussi comme elle l'est aujourd'hui? Je ne pense pas. Lorsqu'on questionne un petit peu l'histoire, on se rend compte que la croissance, si vous regardez l'évolution de la croissance économique de la RDC, juste après la souveraineté nationale et internationale de la RDC, il y a eu certainement... La RDC avait une très forte croissance économique. Oui. La croissance était très forte. Comparable à celle du Canada d'après l'histoire. Exactement. Mais les décisions du pouvoir public sont à la base de la chute de la croissance. La zarianisation, par exemple. Il fallait que toutes les entreprises publiques qui étaient à l'époque gérées par le blanc, le belge, il fallait que toutes ces entreprises publiques soient remises entre les mains des nationaux. Mais ces nationaux-là qui n'avaient pas été formés en matière, qui n'étaient pas des spécialistes en matière, qui n'avaient pas une expérience en gestion des entreprises, cela a fait chuter l'économie. Vous voyez, n'est-ce pas? La RDC a traversé plusieurs fois des guerres de sécession qui aussi ont contribué à la chute de la croissance économique. Aujourd'hui, le discours alarmant que nous tenons est certainement lié à toutes ces successions des actions malheureuses et douloureuses que la RDC a connues et qui sont certainement à la base de la chute de cette économie. Mais aujourd'hui, il y a un certain espoir qui renaît. Cet espoir qui renaît, c'est la volonté politique manifeste que nous constatons, n'est-ce pas, auprès des autorités actuelles.
Là, on doit le reconnaître. D'ailleurs, telle était déjà ma question. Vous avez lu dans mes pensées. Je voudrais avoir votre analyse succincte par rapport au FMI qui a alloué les perspectives de nos prévisions. Juste en 2021, même déjà en 2022, les perspectives sont favorables d'après les Fonds monétaires internationaux. Donc, nous disons, il faut dire que c'est cette volonté politique qui est manifeste, qui a été décortiquée. Exactement, exactement. Dans tout le rapport des nations internationales, on peut voir, on peut lire comment est-ce que la RDC est aujourd'hui en fait admirée. On peut reconnaître à travers ces différents rapports que il y a vraiment des avancées à ne pas négliger sur le plan économique, sur le plan de la sérénité en fait qui s'imprime dans la gestion de la chose publique. Cette gouvernance-là qui est bonne est sans doute admirée à travers ces différents rapports. Ça, c'est tout à fait normal. Les institutions de Bretton Woods apportent quoi concrètement? Parce qu'on a toujours, nous entendons toujours dire FMI pour s'arrêter, ne serait-ce qu'au niveau du Fonds monétaire international. Et ça apporte quoi? On ne peut pas vivre sans être suivi de près par le FMI et nous auto-évaluer nous-mêmes. Oui, je veux que je fasse ici une analyse d'abord microéconomique. Oui, allez-y. Pour dire ceci, vous savez, c'est vrai, ça s'est dit. Et ça s'est dit que le FMI sont des institutions au service de pays développés et leurs actions dans le pays en développement ne sont que une façon d'enrichir encore de plus en plus le pays développé. Mais il y a une réalité qu'on doit savoir. On ne doit pas attendre des institutions de Bretton Woods les développements au vrai sens du terme, parce que le développement, en fait, c'est un terme très globalisant. On ne doit pas attendre que ces institutions-là viennent nous développer. Mais plutôt, ce que nous devons attendre d'elles, c'est qu'elles doivent nous apporter un coup de pouce vers l'avant. Ce sont des institutions qui permettent plutôt de booster, de venir, en fait, apporter un coup de pouce vers l'amélioration des conditions. Comment? L'analyse microéconomique que j'allais faire, c'est celle-ci. Vous êtes un opérateur économique, vous créez votre boutique, parlons dans le terme vraiment trop simple. Vous créez votre boutique au coin de l'avenue. Mais cette boutique-là, vous y mettez de la marchandise, mais vous vous rendez compte par la suite que vous avez une forte clientèle qui nécessite d'être satisfaite. Mais le marchandise que vous avez mis dedans ne permettent pas de satisfaire cette clientèle-là. Vous vous dites alors, il faut que mon business soit boosté. Comment? Il faut que j'aille emprunter de l'argent. Vous vous rendez dans une microfinance, supposons. Vous rendez dans une institution de microfinance sur place, vous vous inscrivez, vous vous abonnez et la microfinance vous vient en aide avec un crédit. Les crédits que vous avez obtenus peuvent jouer deux rôles. Le premier rôle, les crédits peuvent vous permettre de booster votre activité. Mais le deuxième rôle, ces crédits-là peuvent vous amener à la faillite. Ils peuvent vous amener à la réussite, à booster votre activité lorsque vous utilisez pour de bonnes causes. Ça veut dire, vous aviez fait au départ, au préalable, un diagnostic sur votre activité, vous vous êtes rendu compte que si une fois j'ai un crédit de 500 $, de 1000 $, je vais l'utiliser pour telle chose. Et lorsque vous avez le crédit et que vous l'utilisez exactement pour des raisons pour lesquelles vous l'avez sollicité au départ, vous vous rendrez compte que votre business sera boosté. Mais lorsque vous utilisez vous avez par exemple sollicité un crédit, mais par la suite, vous changez parce que vous avez vu l'argent, vous vous détournez vous-même des objectifs pour lesquels vous avez sollicité le crédit. Ces crédits-là vont vous amener à la faillite parce que vous serez incapable. Vous allez tomber plutôt dans l'insolvabilité, vous ne serez pas en mesure de rembourser. Et quand l'institution de microfinance dans laquelle vous vous êtes endetté viendra, vous allez traiter de ces gens des sorciers. Et c'est comme ça que, excusez-moi de le dire en lingala, allez-y, oui. on dit souvent quoi,
Mbongo ya Batouane et Zambongo à Kisi. Oui, ça se dit très souvent. Vous voyez? Ouais. Non. C'est un terme devenu Ça n'a courant. rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est plutôt la mauvaise utilisation faite du crédit obtenu de ces gens-là. Et il est de même avec un État. Oui. Vous voyez? Nous allons auprès des institutions de Bretton Woods pour solliciter des crédits. Pour solliciter un accompagnement. Vous voyez? Des facilités de trésorerie. Mais il ne s'agit pas là de l'argent qu'on vous a donné en cadeau. Ce ne sont pas des cadeaux. Le problème le plus important, soit la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qui doit être fait avec les crédits obtenus de la part de ces institutions de Bretton Woods? Mais lorsque ces crédits sont utilisés en bon escient, lorsque ces crédits sont utilisés de manière à satisfaire le besoin pour lequel ils ont été sollicités, cela va accompagner le développement. Mais dès lors on nous accorde cela, ça tombe dans les détournements, dans ceci, mais c'est tout à fait normal qu'on traite de ces institutions-là de sorcières, de ceci, de cela. En réalité, elles ne sont pas faites de sorcières. Michel, je voudrais avoir un éclaircissement avec vous concernant l'octroi du crédit auprès des institutions de Bretton Woods. Pendant la Covid, il a été indiqué que la RDC était parmi les pays bénéficiaires du crédit. Est-ce que ces crédits se résument en termes d'argent ou bien ce sont des matériels qu'on nous offre, mais chiffrés en termes d'argent dans les institutions, mais pourtant nous on reçoit que des matériels? Non. Ça dépend en fait, tout dépend de quel type de crédit accordé. Il y a de ces crédits qu'on accorde à travers des subventions. On peut vous subventionner en vous accordant, en vous octroyant de matériel. C'est comme par exemple, vous apprenez des fois qu'il y a telle institution qui a décidé d'accompagner la CENI par exemple, en lui dotant de tel matériel, de différents matériels nécessaires pour le développement des activités électorales. Ça, c'est un aspect. Ça veut dire que nous pouvons recevoir cela sous forme de subvention. Mais il y a aussi de ces crédits qu'on accorde, pas comme des subventions. Vous obtenez réellement des espèces. Ok. Oui. Vous obtenez réellement des espèces et qui sont directement logées à la banque centrale pour être utilisées. Très bien, c'est une bonne réponse. Mais s'il y a un crédit octroyé, et donc on peut comprendre qu'il y aurait également le remboursement. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le remboursement en question, il est estimé à quelle hauteur? Là, on ne nous dit pas. Mais tout ce que nous, on entend, c'est qu'il y a un crédit qui a été octroyé. Mais quid du remboursement? C'est chiffré comment? Si vous avez des idées, merci d'expliciter. Peut-être que nous, on donne beaucoup en retour. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ces institutions-là sont en fait, ce sont des organes qui aussi doivent vivre et survivre et rassurer même leur survie dans le futur. Mais il n'y a pas de survie sans moyens. Et lorsque elles accompagnent les États, c'est aussi pour que les surplus, les intérêts qui naissent de crédits octroyés soient pour elles un moyen de survie, de rassurer aussi leur survie dans le futur. C'est tout à fait normal. Vous n'irez pas, je vais revenir encore dans une analyse microéconomique, vous n'irez pas dans une banque solliciter un crédit et que cette banque-là vous octroie ça sans intérêt. Ça n'existe pas parce que ce sont ces intérêts-là qui font vivre la banque. Ah mais peut-être qu'on nous demande un taux d'intérêt très élevé auprès de ces institutions et quand on est bloqué, on est mal coté. Et là, la communication passe outre, on a comme l'impression qu'on est des mauvais élèves qui n'ont pas appréhendé des leçons. Pourtant, la marge qui a été imposée, elle est supérieure. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Par contre, s'il faut peut-être dire ça, moi je vous poserai la question pour dire, mais pourquoi les autres États, nous, on bénéficie
jusque-là des crédits, mais pas à un certain niveau. Mais il y a de ces États, et d'ailleurs, même les grands États, les grands pays aujourd'hui développés, qui bénéficient de très grosses sommes, des sommes vraiment très colossales. Vous voyez? Et qui les rembourse? Donc, le problème ne se pose pas au niveau des intérêts, surtout. Non. Les problèmes se posent au niveau de l'utilisation faite de ces crédits obtenus. Vous voyez? Lorsque vous obtenez un crédit et que vous l'utilisez de bonne manière possible, je vous assure, vous serez à mesure de les rembourser. Mais lorsque vous l'utilisez, je connais les cas comme ça des sociétés ici qui sont tombées qui ont failli, qui sont tombées en faillite juste parce qu'elles avaient sollicité des crédits, mais elles n'avaient pas été capables de les utiliser de bonne manière possible. Donc bref, ce ne sont pas des dons, ces crédits-là, parce qu'à l'époque, nous, on avait des dons qu'on appelait les dons de la Belgique. Quand on était écolier, on voyait des stylos, des cartables. Donc bref, nous devons comprendre que ces crédits-là sont très différents des dons que nous avons appelés jadis dons de la Belgique. Non, un crédit ne peut pas être un don. Un crédit ne peut pas être un don parce qu'un crédit, en fait, il y a les caractéristiques qu'il doit avoir. Un crédit a comme caractéristique d'abord l'intérêt. Ça veut dire que un crédit, lorsqu'on l'octroie, toujours, il faut vous attendre à un intérêt à payer. Mais il y a la confiance aussi. Parce qu'un crédit, c'est une autre appellation de la confiance. On accorde le crédit qu'à la personne à qui on a la confiance. Ouais. Voyez? Mais les crédits ont aussi une caractéristique du temps. Ça veut dire que je ne peux pas te donner mon argent maintenant et tu me le rembourses, tu me dis que je t'ai donné un crédit. Non. Ça doit être appelé crédit lorsque je te le donne et après un temps, des jours, je récupère, tu me remets ça avec intérêt. Là, on parle d'un crédit. C'est différent d'un don. Les dons, c'est de ma propre bonne volonté. Je décide, je me dis, il y a mon frère qui a un problème par exemple, frais académiques. Par exemple, je sors de ma poche, autant d'argent je lui donne. Ça, c'est un don. Mais c'est ça, c'est là où le bas blesse. Sachant que nous sommes parmi les 5 nations pauvres d'après les classements toujours à ma possession, pourquoi nous donner des crédits en lieu et place de nous faire des dons? Parce qu'on est pauvres. Mais écoutez, oui. Nous sommes c'est un peu paradoxal, hein? Non, il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde très capitaliste. Nous ne sommes pas à l'époque des économies non marchandes. Aujourd'hui, nous sommes au moment des économies qui sont devenues vraiment marchandes et très capitalistes. J'ai fait appel ici au fait que ces institutions-là, auprès de qui nous allons solliciter, doivent vivre et survivre. Mais comment elles vont survivre? C'est sur base des intérêts qui naissent des crédits qu'elles octroient auprès des États. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est difficile aujourd'hui que l'on se dise, c'est vrai, on a besoin des dons. Mais dans ces contextes, si nous avons besoin des dons, mais il y a des organismes internationaux ici qui les font. Lorsque vous allez, par exemple, vous prenez le FAO, le PNUD, vous prenez tous ces organismes internationaux-là, les différents apports qu'ils font en RDC, c'est en termes de dons, en termes dans les différents projets, tout ça qu'ils apportent. Mais les institutions de Bretton Woods ne sont pas des organismes, ne sont pas des ONG, ne sont pas des organismes internationaux non gouvernementaux, non. Ce sont des capitalistes. Ce sont des capitalistes. Vous avez dit, Michel Michom, à la RDC, notre économie est très dépendante du secteur minier. N'est-ce pas une sorte de faiblesse? Je ne pense pas une sorte de faiblesse, mais plutôt jusque-là, c'est une façon pour la RDC de faire prévaloir ses ressources naturelles.
Faiblesse, d'autre part, parce que centraliser son économie dans un seul secteur, ce qui n'est pas aussi rassurant. C'est pourquoi on a toujours conseillé la diversification, dans le sens à dire, parce que j'avais même suivi dans un des discours du chef de l'État qui disait il faut qu'il y ait primauté du sol sur les sous-sols. Vous voyez? Comment cela peut être? C'est dans le sens à dire, nous pouvons, c'est vrai, nous avons des ressources naturelles qui, du sous-sol, le minerai, mais nous avons aussi les sols que nous devons mettre en valeur. L'agriculture, c'est en fait une activité qui peut apporter beaucoup dans notre économie. Pourquoi? Nous avons une population. Un secteur qui demeure orphelin? Oui, en quelque sorte aussi. Parce que nous avons une population dont plus de 80% de cette population vit dans le milieu rural. Or, dans le milieu rural, l'activité principale, c'est l'agriculture, pêche et élevage. Voyez? Alors, l'agriculture, pêche et élevage, ce ne sont pas des activités du sous-sol, mais plutôt du sol. Alors, si peut-être on arrivait à diversifier l'économie, à faire en sorte que ces activités-là prennent un peu plus de l'ascendance sur les activités du sous-sol, ça sera alors une façon d'équilibrer et même la croissance qui ressortira de ces genres, de cette combinaison, sera alors une croissance inclusive qui se fera sentir auprès de la population. Une question aussi, je ne sais pas, paradoxale, hein, d'après la personne qui me l'a envoyé, il dit comment faire pour développer l'économie de la RDC. Comment faire pour développer l'économie de la RDC? La première des choses, c'est la sérénité dans la décision de pouvoir public. Les décisions de pouvoir public ne doivent pas être des décisions trop amateurs, hein, mais plutôt des décisions sur base d'un très bon diagnostic qui est fait au départ et les constats, ça veut dire les anomalies de l'économie très bien détectées, alors on prend des décisions pour apporter des solutions vis-à-vis de ces anomalies. D'une part. Mais d'autre part, l'État doit aller dans le sens à créer des entreprises. Je vais m'expliquer. La croissance économique aujourd'hui ne peut... en fait, ça a une compréhension macroéconomique. Mais cette croissance économique vient des décisions microéconomiques. Comment? La croissance, c'est en fait une augmentation généralisée de la production et soutenue sur une très longue période. Mais cette production-là provient d'où? Provient des différentes productions des entreprises, des différentes entreprises qui sont en RDC par exemple. Alors lorsque vous avez les entreprises capables de produire dans les différents domaines, par exemple dans l'agriculture, on a des grandes entreprises qui produisent les produits agricoles. Nous avons des entreprises qui produisent dans la pêche, nous avons ceux qui produisent dans l'élevage, nous avons ceux qui produisent dans le minerai. Cela va permettre que la somme de toutes les différentes productions permette alors de soutenir la production nationale et cela va permettre alors à apporter, à même aller au-delà, vendre au-delà, ça veut dire de faire des exportations. C'est cela qui peut permettre à ce que nous relancions notre économie. Parce que sans cela, nous resterons toujours dans cette économie extravertie, avec toujours les importations qui sont supérieures aux exportations, ce qui rend notre balance commerciale négative et ça impacte négativement sur notre économie. Vous êtes corps enseignant à l'université. L'un de vous, Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, est aujourd'hui derrière les barreaux. Le procès était fixé
aujourd'hui au niveau de la Cour de cassation est renvoyé pour une date ultérieure. Un économiste détaille qui a travaillé dans des institutions de Bretton Woods, mais les gens aussi se demandent de ce que, comment il a pu gérer peut-être mal les projets Boukangalonzo. Vous avez quel sentiment quand vous voyez un professeur de sa taille être traîné dans un procès qui ne devrait pas l'être? Bon, dire que un procès qui ne devrait pas l'être... Au regard de sa connaissance, un homme aguerri en économie qui aurait peut-être sauvé les pays sous d'autres cieux, mais on a comme l'impression que rien n'a marché au-delà de la pratique de l'économie qu'il avait, dont il incarnait étant professeur. Non, vous savez, le principe de gestion sont clairs. Lorsque vous gérez, on vous a attribué une responsabilité, vous gérez, mais il faut aussi vous attendre certainement à un contrôle par la suite. Et l'exercice du contrôle, c'est ça même qui fait des grands gestionnaires. C'est qui ont en fait excellé dans le domaine de la gestion. Ce sont ceux-là qui ont remporté de victoires face à des contrôles, même des contrôles brisques en termes des audits, vous voyez, externes qui peuvent surgir à tout moment. Tout gestionnaire doit nécessairement s'attendre à un contrôle. Alors, je ne peux pas ici, en fait, prendre la place de la justice, non. Mais plutôt, je reste Pendant confiant 2 jours, les élèves de la 8e année de l'enseignement... Mais aussi, je veux dire que avant que les dossiers soient transférés à la justice, il avait été fait l'objet d'un audit, d'un contrôle de la part de l'Inspection générale de finances. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale de finances qui a été publié et qui certainement, après tant d'analyses, après beaucoup de temps de tractation, des échanges entre les camps de l'ancien Premier ministre et le camp de l'Inspection générale des finances. Et en fin de compte, le rapport avait été publié. Et c'est ce rapport qui avait été transmis au pouvoir judiciaire, certainement pour la suite. Est-ce un problème d'homme en RDC pour la gestion des restes publics? On a comme l'impression que même les hommes des sciences échouent parfois. Ça, pourtant, ils devraient enseigner par l'exemple. Ça, c'est exact. Nous avons certainement un problème d'homme parce que la sérénité, la bonne gouvernance, jusque-là, elle n'est pas encore intériorisée dans l'homme congolais. Jusque-là, nous sommes en train de vivre des scénarios du genre, une fois que je suis promis à un poste, une fois que j'ai une certaine responsabilité, je me dis c'est mon temps. Alors je dois profiter. Si une fois je ne profite pas, je ne construis pas, je ne fais pas ceci pendant ce temps ici et que cela passé, je ne saurais plus me retrouver. Alors c'est ce qui est à la base. C'est cette situation-là qui en fait motive encore de plus en plus les efforts de l'Inspection générale des finances qui vraiment doit rester dans cette lancée pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui jusque-là n'arrivent pas encore à comprendre qu'il est temps de changer en fait. On a fini cet entretien. Un tout dernier mot de votre part? Tout dernier mot, ce que je peux dire, c'est vous remercier d'abord parce que vous m'avez invité. Je suis très ravi de ces vous priez par le rarissime dans les médias, Michel Michoma. Bon, mais aujourd'hui je suis là. J'ai fait un effort certainement d'être là et je vous en remercie aussi. Merci beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis. Peut-être qu'il a fallu beaucoup dire, mais le temps n'a pas peut-être le temps est imparti, oui. Voilà, donc, alors, Michel Michoma, prochainement, nous serons là encore une fois de plus. Corps enseignant, vous avez analysé avec nous les perspectives économiques de la République démocratique du Congo. Merci, fidèles téléspectateurs, de l'attention soutenue. Retrouvez Elisabeth Ochopé, c'est dans 5 minutes pour la grande messe. À très vite.